L'éruption étoilée. Mikhaïl Bulgakov. C'était elle. Mon flair ne m'avait pas trompé. Car pour ce qui était de mes connaissances médicales toutes neuves, j'étais diplômé depuis 6 mois seulement. Je ne pouvais guère y compter. Il va sans dire qu'elle se réduisait à 0. Éprouvant quelque appréhension à toucher l'épaule nue et chaude de l'homme, bien qu'il n'y eût rien à craindre, je me bornai à dire « Approchez-vous donc un peu de la lumière ». L'homme se tourna comme je le souhaitais vers la lampe à pétrole, dont la lumière envahit sa peau jaunâtre. Sa poitrine et ses flancs présentaient, affleurant sur fond jaune, une éruption marbrée. « Comme des étoiles dans le ciel », pensai-je avec un petit froid au cœur. Je me penchai vers la poitrine, puis en détournai les yeux pour les lever vers le visage. Un visage d'une 40aine d'années, portant une barbichette hirsute couleur gris sale, avec des petits yeux vifs à demi recouverts par des paupières gonflées. J'y déchiffrais, à mon grand étonnement, le sentiment de sa propre importance et de sa dignité. L'homme, clignant de l'œil, regardait autour de lui avec indifférence et ennui, tout en rajustant la ceinture de son pantalon. « C'est elle, c'est la syphilis », me dis-je de nouveau avec gravité. C'était la première fois que je tombais dessus depuis le début de ma pratique médicale, qui se bornait à celle d'un jeune médecin projeté aux premières heures de la Révolution, directement des bancs de l'université, dans cette campagne reculée. J'étais tombé sur cette syphilis par hasard. L'homme venu consulter se plaignait de maux de gorge. Sans savoir pourquoi, et sans penser le moins du monde à la syphilis, je lui avais demandé de se déshabiller. Et c'était là que j'avais vu l'éruption étoilée. Ayant fait l'association entre l'enrouement, la mauvaise rougeur du pharynx, les étranges taches blanches dans la gorge et la poitrine marbrée, j'avais deviné. Je commençai un peu lâchement par m'essuyer les mains avec une boule de sublimé antiseptique, tout en songeant avec une pointe d'inquiétude qui m'empoisonna l'espace d'un instant. Il me semble qu'il m'a tout sauté sur la main. Puis je tripotai un moment avec dégoût, ne sachant trop qu'en faire, la spatule de verre qui m'avait servi à ausculter la gorge du patient. Où pouvais-je bien la mettre ? Je décidai de la poser sur le rebord de la fenêtre, sur un tampon de coton. « Eh bien voilà, dis-je. Voyez-vous, selon toute apparence, et même sans aucun doute, voyez-vous, vous avez une mauvaise maladie, la syphilis. » Je prononçai le mot et me troublai aussitôt. L'homme allait sans doute s'effrayer, perdre complètement ses moyens. Il ne perdit nullement ses moyens, et ne s'effraya pas le moins du monde. Il me jeta un drôle de regard en coin, un peu comme une poule regardant de son œil rond lorsqu'elle entend qu'on l'appelle. Et dans cet œil rond, je découvris à ma stupéfaction de l'incrédulité. « Vous avez la syphilis, » repris-je avec douceur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda l'homme à l'éruption marbrée. Devant mes yeux surgit avec une brusque acuité, blanc comme neige, un coin de l'amphithéâtre de l'université, puis l'entassement des têtes d'étudiants et la barbe grise du professeur de vénérologie. Mais je revins rapidement à la réalité pour me souvenir que je me trouvais à 1500 verstes de l'amphithéâtre, que 40 verstes me séparaient du chemin de fer et que j'étais là, dans la lumière de la lampe à pétrole. J'entendais le bruit assourdi des nombreux patients attendant leur tour derrière la porte blanche. Derrière la fenêtre, la nuit venait, inexorablement, et la première neige de l'hiver commençait à tomber. Je demandais aux patients de se déshabiller plus complètement, et je trouvais le chancre primaire déjà en train de cicatriser. Mes derniers doutes tombèrent, tandis qu'un sentiment de fierté, celui-là même que je ressentais à chaque fois que j'avais posé un diagnostic exact, m'envahissait. « Reboutonnez-vous, repris-je. Vous avez la syphilis. C'est une maladie très grave, qui atteint tout l'organisme. Vous devrez vous soigner longtemps. » Mais je m'arrêtai net. Dans ce regard ressemblant à celui d'une poule, je venais de lire, ma parole, un étonnement teinté à l'évidence d'ironie. « C'est ma gorge qui est enrouée, » prononça le patient. « Mais justement, c'est à cause de ça qu'elle est enrouée, votre gorge. Et c'est aussi à cause de ça que vous avez une éruption sur la poitrine. Tenez, regardez. » Louchant sur sa poitrine, l'homme jeta un coup d'œil. La lueur d'ironie ne s'éteignait pas dans son regard. « C'est ma gorge qu'il faudrait soigner.
Émit-il. C'est une idée fixe, pensai-je en commençant à m'impatienter. Je lui parle de la syphilis et il me bassine avec sa gorge. Écoutez-moi, continuai-je à voix haute. La gorge, c'est secondaire. Nous allons la soigner, mais il faut d'abord traiter votre maladie. C'est ça le plus important. Et vous devrez vous soigner longtemps, pas moins de 2 ans. Le patient écarquilla les yeux et j'y lus son verdict. « Eh, docteur, tu déménages ?»« Comment ça longtemps ?» demanda-t-il. « Comment ça 2 ans ? Il me faudrait un gargarisme pour ma gorge. » Sentant que je commençais à m'échauffer, je me mis à parler. Je ne craignais plus de l'effrayer. Bien au contraire, je lui laissais même entendre que l'os du nez allait être rongé par la maladie. Je ne cachais rien à mon patient de ce qui l'attendait s'il ne se soignait pas convenablement. J'évoquais le problème de la contagion. Je parlais longuement d'assiettes, de cuillères, de tasses et de serviettes de toilette individuelles. « Vous êtes marié ?» demandai-je. « Oui, » répondit-il l'air éberlué. « Envoyez-moi votre femme, sans faute, » dis-je d'un ton ému et passionné, car elle aussi est sans doute atteinte. « Ma femme ?» demanda le patient en me fixant avec un étonnement sans borne. Nous poursuivîmes notre conversation sur le même mode. Lui, clignant de l'œil, fixait mes prunelles, et moi, les siennes. Du reste, c'était plutôt un monologue qu'une conversation. Un monologue que je menais brillamment et que tout professeur eût noté 5 sur 5 en dernière année de médecine. Je me découvris d'inépuisables connaissances en syphiligraphie et un esprit d'à propos à toute épreuve. Celui-ci me servit à boucher les trous noirs où me faisaient défaut certains passages des traités de médecine allemands ou russes. Je racontais ce qu'il advient des os chez un syphilitique non traité. J'esquissais au passage le tableau de la paralysie générale. Et la progéniture? Et sa femme, comment la préserver? Et si elle est déjà contaminée? Et elle l'est sûrement. Comment la soigner? Enfin, mon flot se tarit, et d'un geste gauche, je sortis de ma poche un manuel à la reliure rouge orné de lettres d'or. Le fidèle compagnon qui ne me quittait jamais durant les premiers pas de mon difficile chemin. Combien de fois ne m'avait-il pas tiré d'affaire lorsque s'ouvrait devant moi, telle une gueule noire, la maudite question des prescriptions. Pendant que mon patient se rhabillait, je feuilletais à la dérobée les pages du manuel et y trouvais ce qu'il me fallait. La pommade au mercure. Voilà le remède. Vous allez vous faire des frictions. On va vous donner 6 sachets de pommade, et vous vous ferez des frictions à raison d'1 sachet par jour. Comme ça. Et je lui montrai avec chaleur la façon de procéder, frictionnant ma blouse avec ma paume vide. Un jour, le bras, le lendemain, la jambe, puis l'autre bras, et ainsi de suite. Quand vous aurez fait les 6 frictions, vous vous laverez et vous reviendrez me voir. Sans faute. Vous entendez? Sans faute. En outre, tant que vous serez en traitement, il faudra surveiller attentivement les dents et de façon générale la bouche. Je vais vous donner un rincement. Après chaque repas, vous vous rincerez soigneusement. « La gorge aussi ?» demanda le patient d'une voix enrouée. Je remarquai qu'au mot rincement, il s'animait soudain. « Oui, la gorge aussi. » Quelques minutes plus tard, le dos de la touloupe jaune s'effaçait derrière la porte, tandis qu'à sa rencontre se faufilait une tête de paysanne coiffée d'un fichu. Encore quelques minutes plus tard, alors que je parcourais le couloir plongé dans la pénombre, qui menait de mon cabinet à l'infirmerie où j'allais chercher des cigarettes, j'entendis au passage un chuchotement enroué. « Il soigne mal. C'est un jeune. Tu comprends? J'ai mal à la gorge. Et lui, il me regarde la poitrine, il me regarde le ventre. J'ai pas que ça à faire. J'y ai passé une demi-journée à l'hôpital, le temps de partir et il fait déjà nuit. Seigneur Dieu, j'ai mal à la gorge. Et lui, il me donne une pommade pour les pieds. C'est jeune, ça fait pas attention, assura à son tour une voix de paysanne un peu chevrotante, puis elle s'arrêta net. C'était moi qui passais tel un fantôme dans ma blouse blanche. Je ne pus m'empêcher de me retourner. Dans la pénombre, je reconnus la barbichette semblable à une touffe de chien-dent, les paupières bouffies et l'œil de poule. Je reconnus aussi la voix et son redoutable enrouement. Je rentrai la tête dans les épaules, me recroquevillai et m'éclipsai tel un voleur pris en faute, sentant nettement comme une écorchure cuisante dans mon âme. J'étais épouvanté. Tous mes efforts seraient-ils vains? Je me jurai que non.
Pendant 1 mois, tous les matins je passais au peigne fin le registre des malades, m'attendant toujours à y trouver le nom de celui qui avait si attentivement écouté mon monologue sur la syphilis, et celui de sa femme. Mais ni l'un ni l'autre ne se présentèrent. Et puis, le mois écoulé, il s'éteignit dans ma mémoire, cessa de me tourmenter et s'effaça. Car chaque jour il arrivait d'autres malades. Chaque jour, dans ce trou perdu, mon travail m'apportait son lot de cas étonnants et de pièges insidieux qui m'épuisaient le cerveau et dans lequel, des centaines de fois, il m'arrivait de me perdre. Puis, je reprenais souffle et de nouveau, je me préparais au combat. À présent que les années ont passé, loin de mon hôpital blanc, perdu, pelé, cette éruption étoilée sur la poitrine me revient en mémoire. Où est-il? Que fait-il? Je le sais bien ce qu'il fait. S'il est encore en vie, il va de temps à autre avec sa femme à l'hôpital local. Tous deux se plaignent d'ulcères aux jambes. Je me représente très bien l'homme déroulant les chiffons qui lui entourent les pieds et quêtant la compassion du jeune médecin. Celui-ci, un homme ou une femme, dans sa blouse blanche toute rapiécée, se penche sur la jambe du malade, presse du doigt l'os au-dessus de l'ulcère, cherche la cause, et, l'ayant trouvé, il inscrit dans le registre l'OS 3. Puis il demande au patient si on ne lui aurait pas prescrit autrefois de la pommade noire. Alors, à son tour, il se souviendra de moi, de l'année 1917, de la neige derrière la fenêtre et des petits sachets de papier sulfurisé, 6 petites boules de pâte collantes restées inutilisées. Pour sûr qu'il m'en avait donné, dira-t-il en jetant un regard non plus ironique, mais plein d'une inquiétude noirâtre. Et le médecin lui prescrira de l'iodure de potassium ou ordonnera peut-être quelque autre traitement. Et qui sait s'il ne consultera pas, lui aussi, son manuel. Salut à vous, mon camarade. Et encore, ma très chère épouse, transmettez mon profond salut à l'oncle Safron Ivanovitch. En outre, ma chère épouse, allez voir notre docteur et faites-vous examiner, car cela fait 6 mois déjà que j'ai une vilaine maladie, la syphile. Quand je vous ai vu, je n'en ai rien dit. Faites-vous soigner. Votre époux, Anton Boukov. La jeune femme mordit un coin de son fichu de cotonnade, s'assit sur le banc et se mit à sangloter. Sur son front, s'échappant du fichu, apparurent quelques boucles de cheveux blonds mouillés par la neige fondue. « Quelle crapule, hein ?» ?»« Oui, quelle crapule !» répondis-je fermement. Puis il fallut passer à la partie la plus difficile et la plus éprouvante de l'entretien. Je devais la tranquilliser. Mais comment? Sous le bourdonnement des voix attendant leur tour de visite, nous restâmes longtemps à chuchoter. Du plus profond de mon âme, non émoussé encore par la souffrance humaine, je trouvais des mots chaleureux. Je m'efforçais avant tout d'anéantir sa peur. Je lui dis qu'on ne savait rien encore et qu'il était inutile de se désespérer avant d'avoir procédé aux analyses. Et même après, le désespoir n'était pas de mise. Je lui racontais comment nous arrivions à soigner, avec succès, cette vilaine maladie qu'était la syphilis. « Crapule, crapule !» sanglotait la jeune femme en s'étouffant de ses larmes. « Crapule, oui !» reprenais-je. Nous continuâmes ainsi assez longtemps à injurier le très cher époux qui, après avoir séjourné un peu chez lui, était parti pour Moscou. Enfin le visage de la femme commença à s'assécher. N'y restait plus à présent que quelques taches et des paupières lourdement gonflées au-dessus des yeux noirs pleins d'épouvante. « Qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai 2 enfants !» disait-elle d'une voix épuisée et sèche. « Attendez, attendez !» marmonnai-je. « On verra bien ce qu'il faut faire. » Je fis venir Pélagie Ivanovna, la sage-femme, et nous nous enfermâmes tous 3 dans la salle où l'on faisait les examens gynécologiques. « Ah, le sale type !» sifflait entre ses dents Pélagie Ivanovna. La femme ne disait rien. Les yeux enfoncés dans les orbites comme 2 petits trous noirs, elle regardait fixement la fenêtre, le crépuscule. Ce fut l'un des examens les plus minutieux que j'eus jamais à faire. Je passai en revue, avec Pélagie Ivanovna, chaque pouce de son corps, et je ne trouvai nulle part quoi que ce fût de suspect. « Vous savez quoi ?» dis-je en désirant ardemment que mes espoirs ne soient pas démentis par la suite et que jamais n'apparaisse le redoutable chancre primaire. « Vous savez quoi? Cessez de vous tourmenter. Il y a un espoir. Oui, un espoir. À vrai dire, tout peut encore arriver. Mais pour l'instant, vous n'avez rien. »« Rien ?» demanda la femme d'une voix rauque. « Je n'ai rien ?» Dans ses yeux surgirent des étincelles, ses pommettes se teintèrent de rose.
Et si ça arrivait quand même, hein? Je n'y comprends rien moi-même, dis-je à mi-voix à Pélagie Ivanovna. D'après ce qu'elle a raconté, elle devrait être atteinte. Et pourtant, il n'y a rien. Il n'y a rien, répondit en écho Pélagie Ivanovna. Nous restâmes encore quelques minutes ensemble à chuchoter, parlant de différents délais et évoquant certains détails intimes, puis je prescrivis à la jeune femme de se rendre régulièrement à l'hôpital. À présent que je regardais la jeune femme, je la voyais comme cassée en deux. L'espoir s'insinuait en elle, pour aussitôt disparaître. Elle pleura encore un peu avant de repartir dans la nuit noire. À compter de ce jour, il y eut comme un glaive suspendu au-dessus d'elle. Chaque samedi, elle apparaissait sans bruit à ma consultation. Elle avait les traits tirés, ses pommettes étaient devenues saillantes, ses yeux entourés d'ombre s'étaient creusés. Elle se concentrait sur une seule pensée qui lui tirait les commissures des lèvres vers le bas. D'un geste habituel, elle défaisait son fichu, puis nous entrions tous trois dans la salle d'obstétrique. Nous l'examinions. Les 3 premiers samedis passèrent sans que nous ayons rien trouvé. Elle commença alors à se remettre peu à peu. Un éclat de vie réapparaissait dans ses yeux. Son visage s'animait. Le masque crispé se détendait. Nos chances augmentaient tandis que s'éloignait le danger. Le 4e samedi, je parlais déjà avec assurance. Il y avait près de 90% de chances pour une issue favorable. Le délai capital de 21 jours étant largement dépassé, il restait à prolonger l'observation sur d'autres périodes plus longues, car le chancre peut aussi apparaître très tardivement. Ces derniers délais furent enfin eux aussi dépassés. Un jour, je rejetai le miroir étincelant dans la cuvette, et, après avoir une fois encore examiné les ganglions, j'annonçai à la femme. « Vous êtes hors de danger. Ce n'est plus la peine de revenir. Vous avez eu de la chance. »« Et je n'aurai rien ?» demanda-t-elle d'une voix inoubliable. « Rien !» Les mots me manquent pour décrire son visage. Je me souviens seulement qu'elle s'inclina profondément avant de disparaître. Elle réapparut néanmoins encore une fois. Dans ses mains, elle tenait un paquet contenant 2 livres de beurre et 2 dizaines d'œufs. À l'issue d'un combat acharné, je ne pris ni le beurre ni les œufs, et je fus très fier de mon geste, car j'étais jeune alors. Mais par la suite, lorsqu'il m'arriva d'avoir faim durant les années de la Révolution, je repensais plus d'une fois à la grosse lampe à pétrole, aux yeux noirs et aux morceaux de beurre doré avec les empreintes des doigts et des gouttes de rosée affleurant à la surface. Maintenant que tant d'années ont passé, pourquoi cette femme condamnée à 4 mois de frayeur me revient-elle en mémoire? Ce n'est pas un hasard. Elle avait été ma 2e patiente dans un domaine auquel je consacrais par la suite les meilleures années de ma vie, le premier patient ayant été l'homme à l'éruption étoilée. Elle avait été ma 2e patiente donc, mais aussi l'unique exception, car elle avait eu peur. Aussi loin que je me souvienne du travail accompli par nous 4, Pélagie Ivanovna, Anna Nikolaïevna, Demian Lukitch et moi-même, sous la lumière de la lampe à pétrole, elle est l'unique cas de ce genre dont ma mémoire a conservé la trace. Pendant que s'écoulaient ces pénibles samedis, comme dans l'attente d'un châtiment, je me mis à sa recherche. Les soirées d'automne sont longues. Dans l'appartement du docteur, les poêles hollandais sont brûlants. Pas un bruit. Il me semblait alors que j'étais seul au monde avec ma lampe. Ailleurs, la vie jaillissait avec fracas, tandis que chez moi, une pluie oblique tombait derrière les fenêtres et cognait aux carreaux. Puis elle se transforma imperceptiblement en une neige silencieuse. De longues heures durant, je restais assis à lire les registres des malades pour les 5 dernières années. Devant moi passaient par milliers, par dizaines de milliers, les noms de famille et les noms du village. Dans ces colonnes de gens, c'est elle que je cherchais, et souvent, je la trouvais. Les annotations défilaient, habituelles et lassantes. Bronchitis, laryngitis, encore et encore. Et soudain, l'OS 3. Nous y sommes. Dans la marge, une main familière avait inscrit d'une large écriture. R.P. UNG HYDRARG CINER 3,0 DTD. La voici, la pommade noire. Les bronchites et les catarrhes se mettaient de nouveau à danser devant mes yeux, puis ils s'interrompaient brusquement pour faire place de nouveau à l'OS. Le plus souvent, il s'agissait de syphilis secondaire, plus rarement de syphilis tertiaire. Dans ce cas, l'iodure de potassium occupait toute la colonne traitement.
À mesure que je parcourais les vieux registres à l'odeur de moisis oubliés dans le grenier, la lumière se déversait dans ma tête inexpérimentée. Je commençais à comprendre des choses monstrueuses. Permettez, mais où donc trouve-t-on mention du chancre primaire? Pratiquement nulle part. Sur des milliers et des milliers de noms, on en rencontre rarement un cas. Un seul. Alors que la syphilis secondaire se dévie dans un chapelet sans fin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, disais-je dans la pénombre, m'adressant à moi-même et à la souris qui grignotait le dos des vieux volumes rangés dans les rayonnages, cela signifie que l'on n'a pas idée, ici, de ce qu'est la syphilis. Le chancre primaire n'effraie personne. Ouais. Puis le chancre guérit, laissant juste une cicatrice. Et voilà tout? Que non! C'est alors que va se développer, avec pertes et fracas, la syphilis secondaire. Lorsque se déclareront les maux de gorge et que le corps se couvrira de papules infiltrées, Semyon Khotov, 32 ans, se rendra à l'hôpital où on lui prescrira de la pommade noire. Nous y voilà. Un rond de lumière éclairait la table. Au fond du cendrier, la femme allongée couleur chocolat disparaissait sous les mégots. Je retrouverai ce Semyon Khotov. Voyons. Les feuilles légèrement jaunies du registre bruissaient. Le 17 juin 1916, Semyon Khotov avait reçu 6 petits sachets de pommade au mercure. Cette pommade inventée depuis longtemps pour le salut de Semyon Khotov. En lui remettant la pommade salvatrice, mon prédécesseur avait dû dire à Semyon: « Lorsque tu auras fait 6 frictions, tu te laveras et tu reviendras me voir. Tu entends, Semyon ?» Semyon s'était incliné, comme de bien entendu, et avait remercié d'une voix rauque. Voyons un peu. 10 à 12 jours plus tard. Semyon doit à coup sûr réapparaître dans le registre. Voyons. Fumée. Bruissement de feuilles. Mais pas de Semyon. Pas plus au bout de 10 jours qu'au bout de 3 semaines. Envolé Semyon. Ah, pauvre Semyon Khotov. Comme s'éteignent les étoiles à l'aube, l'éruption marbrée a sans doute disparu. Les condylomes se sont asséchés. Mais il est perdu, Semyon, sans l'ombre d'un doute. Je le verrai à coup sûr apparaître à ma consultation, le corps marqué de gomme syphilitique. Dans quel état est son squelette nasal? Et les pupilles? Après Semyon, voici maintenant Ivan Karpov. En soi, cela n'a rien d'étonnant. Pourquoi Ivan Karpov ne tomberait-il pas malade lui aussi? Oui, mais, permettez, on lui a prescrit du calomel avec du sucre de lait, en faible dose. Pourquoi? C'est qu'Ivan Karpov a 2 ans. Et il est atteint de l'OS2, le chiffre fatidique. On a apporté un Ivan Karpov couvert d'étoiles, et, dans les bras de sa mère, il se débattait sous les mains tenaces du docteur. Tout s'explique. Je le sais, je le devine, j'ai compris où se trouvait chez le petit garçon de 2 ans le chancre primaire sans lequel il n'y a pas de syphilis secondaire. Il se trouvait dans la bouche, et une petite cuillère avait suffi pour lui transmettre la maladie. La campagne la plus reculée avait décidément beaucoup à m'apprendre. Dans le silence de cette maison, au confort rustique. Oui, un vieux registre de consultation est plein d'enseignements pour un jeune médecin. Au-dessous d'Ivan Karpov figurait Advotia Karpova, 30 ans. Qui est-ce? J'y suis, la mère d'Ivan bien sûr. C'est dans ses bras qu'il pleurait. Et au-dessous d'Ivan Karpov, Advotia Karpova, 8 ans. Et celle-ci, qui est-ce? La sœur? Calomel. Toute la famille est là. Il ne manque qu'un seul de ses membres, le dénommé Karpov. Âge 35-40 ans. On ne connaît pas même son prénom. Sidor ou Piotr? D'ailleurs, quelle importance? Très chère épouse, une vilaine maladie, la syphile. La voici la fiche d'identification du dénommé Karpov. Tout s'éclaire dans ma tête. Oui, il est sans doute revenu de ce maudit front et il n'a rien dit. Peut-être ne savait-il même pas qu'il y avait quelque chose à dire. Puis il est reparti. Et c'est là que tout a commencé. Advotia, Marie, Ivan, les uns après les autres. L'écuelle commune avec la soupe aux choux, la serviette de toilette. Encore une famille. Et encore une. Puis un vieillard. Âge 70 ans. L'OS2. Un vieillard. De quoi est-il coupable? De rien. De l'écuelle commune. Pas de relation sexuelle.
Tout s'éclaire, comme l'aube claire et blanchâtre de ce début de décembre. Ainsi, j'avais passé toute cette nuit solitaire à consulter les registres des malades et les splendides manuels allemands avec leurs illustrations de couleurs vives. Tandis que j'allais me coucher, je murmurais en bâillant. « Je la combattrai !» Pour la combattre, encore fallait-il la voir. Et elle ne désarmait pas. Le chemin de drainage était rétabli et il m'arrivait de recevoir jusqu'à 100 personnes en une seule journée. Depuis la pointe du jour, d'un blanc trouble, jusqu'aux ténèbres noires, lorsque les traîneaux s'éloignaient énigmatiques avec un léger frôlement. Elle prenait devant moi les formes les plus diverses et les plus insidieuses. Tantôt c'étaient des ulcérations blanchâtres dans la gorge d'une adolescente, tantôt c'étaient des tibias déformés en lame de sabre ou des ulcères profonds sur les jambes jaunies d'une vieille, ou encore des papules infiltrées sur le corps d'une jeune femme resplendissante. Parfois, elle apparaissait avec arrogance sur le front, le marquant d'une couronne de Vénus en forme de demi-lune. Elle était l'image de l'obscurantisme des pères, que reflétaient leurs enfants au nez pareil à des selles cosaques. Mais elle se faufilait aussi à mon insu, car je venais tout droit des bancs de l'école. J'arrivais malgré tout à la débusquer par mes propres forces et dans la solitude. Elle se tenait tapie quelque part dans les os et dans le cerveau. J'appris beaucoup de choses. On m'avait dit de faire des frictions. Avec de la pommade noire? C'est ça même, de la pommade noire. En alternant, un jour le bras, le lendemain la jambe? C'est ça même. Et comment tu sais tout ça, notre bon monsieur? Comment ne pas le savoir? Comment ne pas la reconnaître? La voici, la gomme syphilitique. Tu as eu une vilaine maladie? Vous n'y pensez pas. Il n'y a jamais eu de ça chez nous. Tu as eu des maux de gorge? Des maux de gorge? Pour ça, oui, l'année dernière. Et Léontie Léontievitch t'avait prescrit de la pommade? Pour sûr, de la pommade noire comme du cirage. Tu les as bien mal faites, ces frictions. Je dilapidais des kilos et des kilos de pommade noire. Je prescrivais à tour de bras de l'iodure de potassium et je proférais quantité de paroles passionnées. Certains de mes malades revinrent après les 6 premières frictions. Quelques-uns purent suivre, bien qu'incomplètement dans la majorité des cas, au moins la première série d'injections. Mais la plupart d'entre eux me filaient entre les doigts comme le sable dans un sablier, et je ne pouvais les retrouver dans les ténèbres neigeuses. Je découvris que la syphilis, ici, avait ceci d'effrayant qu'elle n'effrayait personne. Et c'est pourquoi, au début de ce récit, je me suis souvenu de cette femme aux yeux noirs. Je me suis souvenu d'elle avec une sorte de chaleureux respect, précisément parce qu'elle avait eu peur. Mais elle était la seule. J'acquis de la maturité. Je devins plus réfléchi, parfois même taciturne. Je rêvais d'en finir avec mon travail dans ce trou et de retourner dans une ville universitaire où mon combat serait plus facile à mener. C'est par une de ces journées particulièrement sombres qu'arriva à la consultation une femme jeune et jolie. Elle portait dans ses bras un enfant emmailloté. 2 gamins, clopinant et s'emmêlant les pieds dans d'énormes bottes de feutre, apparurent à sa suite, agrippés à la jupe bleue qui dépassait de la courte veste en peau de mouton. « Les gamins ont fait une éruption », prononça gravement la petite femme aux joues rouges. Je touchai avec précaution le front de la fillette agrippée à la jupe, et elle disparut sans laisser de traces dans les plis. De l'autre côté de la jupe, j'extirpai un Vanka extraordinairement maflu et lui tâtai à lui aussi le front. Ni l'un ni l'autre ne présentait de fièvre. « Défais l'enfant, ma mignonne !» Elle découvrit une petite fille dont le frêle corps nu était semé d'étoiles, comme le ciel par une nuit glaciale. Des pieds à la tête s'étalaient des nappes de roséoles et de papules infiltrées. Vanka ayant pris le parti de hurler et de se débattre, Demian Lukic arriva à la rescousse. « Ils ont attrapé un coup de froid, c'est ça ?» dit la mère en me regardant de ses yeux paisibles. « Pfff, un coup de froid !» grommelait Demian Lukic, la bouche tordue en une grimace compatissante et dégoûtée. « Tout le district de Korobovsk en est malade de ce coup de froid. »« Et d'où que ça vient ?» demanda la mère tandis que j'examinais son torse et sa poitrine tachetée. « Rhabille-toi, dis-je. » Puis je m'assis un moment à mon bureau, posai la tête sur mon bras et bâillai. C'était l'une de mes dernières patientes de la journée, et elle avait le numéro 98. Ensuite, je commençai à parler. « Toi et tes enfants, vous avez une vilaine maladie, une maladie dangereuse et terrible. Il faut que vous commenciez tout de suite à vous soigner, et le traitement sera long. »
Comme il est dommage que les mots ne puissent exprimer l'incrédulité que je vis dans les yeux exorbités de la femme. Elle retourna son enfant comme une bûche, regarda d'un air buté les petits pieds et demanda « Et d'où que ça vient ?» Puis elle eut un petit rire en coin. « D'où que ça vient, ce n'est pas ce qui m'intéresse, » répliquai-je en allumant la 50e cigarette de la journée. « Demande-moi plutôt ce qui va arriver à tes enfants si tu refuses de les soigner. »« Ben quoi? Il va rien arriver du tout !» dit-elle en commençant à remmailloter l'enfant dans ses langes. Une montre était posée devant moi sur la table. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'avais pas commencé à parler depuis 3 minutes que la femme éclatait en sanglots. J'avais choisi à dessein les mots les plus durs et les plus effrayants, et j'étais très content qu'ils aient provoqué ces larmes, rendant ainsi possible la suite de la conversation. « C'est décidé, il reste. Demian Lukic, vous les installerez dans le pavillon. Nous mettrons les typhiques dans la 2e salle. Demain, j'irai en ville et j'obtiendrai l'autorisation d'ouvrir un service d'hospitalisation pour les syphilitiques. » Un intense intérêt s'alluma dans les yeux de l'infirmier. « Mais enfin, docteur, rétorqua-t-il. Demian Lukic était un grand sceptique. Comment allons-nous nous en sortir tout seuls? Et les préparations? Les seringues? Il n'y a pas assez de gardes-malades. Et qui s'occupera de les nourrir? » Mais je hochai la tête avec entêtement et obstination. J'y arriverai. Un mois passa. Dans les 3 salles du petit pavillon enseveli sous la neige brûlaient des lampes à abat-jour en fer blanc. Le linge de lit était usé jusqu'à la corde. Il y avait en tout et pour tout 2 seringues. Une petite de 1 millilitre et une seringue de 5 millilitres. Une lueur. Bref, tout cela n'était que misère pitoyable ensevelie sous la neige. Mais il y avait aussi, posée crânement à l'écart, la seringue qui servait aux injections de Salvarsan, et à l'aide de laquelle, à moitié mort de peur, je commençais à mettre en œuvre ce traitement difficile et encore mystérieux à mes yeux. J'avais aussi l'esprit beaucoup plus tranquille. Dans le pavillon où 7 hommes et 5 femmes étaient alités, l'éruption étoilée fondait un peu plus chaque jour. C'était le soir. Demian Lukic éclairait à l'aide d'une petite lampe le timide Vanka. La bouche du gamin était barbouillée de bouillie de semoule, mais sur son corps, il n'y avait plus trace d'étoiles. Ils défilèrent ainsi tous les 4 devant la petite lampe, flattant ma bonne conscience. « Faut croire que demain, on va pouvoir sortir, » dit la mère en rajustant sa blouse. « Non, pas encore, » répondis-je. « Il reste encore un traitement à faire. »« Pas question, » répliqua-t-elle. « Moi, j'ai de l'ouvrage en veux-tu en voilà à la maison. Merci bien pour votre aide, mais faites-nous sortir demain. Nous sommes guéris. » La discussion s'enflamma comme un feu de bois. Elle s'acheva ainsi. « Tu sais quoi ?» articulai-je en sentant que je virais au rouge-pourpre. « Tu n'es qu'une idiote. Qu'est-ce que tu as à me crier dessus? Qu'est-ce que c'est que ces manières d'engueuler les gens? Tu es pire qu'une idiote. Tu es une... Regarde-le un peu, ton Vanka. Tu veux sa perte? Eh bien moi, je ne te laisserai pas faire. » Et elle resta encore pendant 10 jours. 10 jours. Personne n'aurait pu la retenir davantage. J'en donne ma parole. Mais croyez-moi, j'avais la conscience en paix. Et même l'avoir traitée d'idiote ne me chagrinait pas trop. Je ne le regrette pas. Qu'est-ce qu'un mot un peu vif face à l'éruption étoilée? Les années ont passé. Il y a longtemps que le destin et le tumulte des temps m'ont séparé du pavillon enseveli sous la neige. Qu'en est-il maintenant là-bas? Qui l'habite à présent? Je veux croire que les choses ont changé, en mieux. Le bâtiment est repeint de blanc, peut-être même y a-t-il du linge de lit neuf. Mais bien sûr, il n'y a pas d'électricité. Et tandis que j'écris ces lignes, qui sait, un jeune médecin penche sa tête vers la poitrine d'un malade. La lampe à pétrole éclaire d'une lumière jaunâtre la peau jaunâtre du patient. « Salut à vous, mon camarade !»